RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Moun qui fait l'Europe, l'émission thématique portée par le Centre Europe Direct Antilles-Guyane sur Radio Fréquence Caraïbes, afin de découvrir ou redécouvrir cette institution qu'est l'Union Européenne en Martinique. Moun qui fait l'Europe, c'est tous les deuxièmes lundis du mois de 11h à 12h. Moun qui fait l'Europe, faire connaître les actions de l'Union Européenne sur notre territoire et informer de l'impact de l'Union Européenne dans le quotidien des Martiniquaises et Martiniquais. Alors maman, écoutez pourtant, exote qui comprendre et surtout, gardez l'écoute. Radio Fréquence Caraïbes vous présente Moun qui fait l'Europe sur les fréquences 89.5 et 106.6 ou sur fréquencecaraïbes.com, une émission 100% locale et 100% européenne. Bonjour, je m'appelle Pauline, je représente le Centre Europe Direct et aujourd'hui nous allons parler de l'octroi de mer. L'octroi est au cœur des débats depuis plusieurs années et est revenu au devant de la scène lors des manifestations il y a quelques mois. Mais qu'est-ce que l'octroi de mer ? A-t-il un impact sur la vie chère dans les Antilles ? L'Union européenne a-t-elle un impact sur l'octroi de mer compte tenu de son attachement au libre-échange ? Alors que l'inflation a fait gonfler les prix partout suite aux multiples crises qu'a connues la France, le pouvoir d'achat devient la principale préoccupation des Français. Dans les territoires ultramarins, cela fait déjà des décennies qu'il est élevé au rang de priorité. La vie chère est un phénomène historique qui perdure et qui se traduit par des prix à la consommation qui ne sont en rien comparables avec ceux pratiqués sur le territoire hexagonal, qu'il s'agisse du secteur de l'alimentation, du logement, de la téléphonie ou des transports. Pour nombre d'ultramarins, cette taxe est souvent perçue comme augmentant le coût de la vie, un coût beaucoup plus élevé que dans l'Hexagone, notamment sur les produits importés. Les territoires ultramarins sont caractérisés par une fiscalité spécifique, l'octroi de mer. C'est une taxe qui date de la colonisation d'un but fiscal. En Martinique, cette taxe remonte à 1670, s'appelant à l'époque droit de poids, et il s'agit d'un des plus anciens systèmes d'imposition en France qui existe toujours aujourd'hui. Il s'agissait d'une taxe qui alimentait les caisses de l'administration coloniale. C'est un droit qui frappait tous les produits importés dans les colonies et qui subsista jusqu'en 1789. Elle change de nom en mai 1919 suite à une ordonnance coloniale introduisant la nomination octroi aux ports de la mer. Mais c'est un senatus consulte qui introduit pour la première fois l'expression octroi de mer. Ce sont ensuite des lois de 1892 et 1946 et leurs décrets d'application qui fixent dans les grandes lignes le statut de l'octroi de mer. Plus récemment, le statut de 1984, qui n'était pas conforme aux dispositions du traité de Rome, amena le législateur français à en modifier le régime. D'autres lois vont se succéder, notamment en 1986, en 2004 et en 2015, et seront votées dans un souci d'harmonisation avec le droit européen. Cette taxe participe aujourd'hui, à de nombreux égards, aux identités ultramarines. La plupart des élus y sont profondément attachés. Elle est en effet perçue comme incarnant, à côté d'autres dispositifs, le principe de libre administration et d'autonomie financière des collectivités locales. Par ailleurs, elle apporte une part très significative, près d'un tiers, des ressources des communes. L'octroi de mer s'applique aux importations de biens et aux livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. Tout de même, avec la création des départements et des régions, ainsi que la mise en place de l'Union européenne, elle s'est complexifiée. L'octroi de mer externe vise toujours les produits importés, avec un double effet, financer les collectivités locales qui perçoivent cette taxe et protéger les entreprises qui produisent sur place en limitant les importations. Mais cette entrave au libre-échange ne plaît pas à l'Union européenne, qui a l'octroi de mer dans son viseur depuis sa création, dû à sa philosophie libérale. Le libre-échange dans l'Union européenne repose sur l'idée que les biens, services, capitaux et personnes peuvent circuler librement entre les pays membres, sans obstacle, comme les taxes douanières et les quotas. C'est un des principes fondamentaux de l'Union depuis son début. L'idée de libre-échange en Europe s'est construite progressivement à travers plusieurs étapes clés. La première fut le traité de Rome de 1957. Il crée la communauté économique européenne avec 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, ce qui deviendra plus tard l'Union européenne. L'objectif de ce traité est d'établir un marché commun, supprimer les droits de douane entre ces pays. La deuxième étape fut l'acte unique européen en 1986, l'Europe des 12. Cela permet le renforcement du projet avec l'objectif d'un marché unique en supprimant aussi les barrières non tarifaires. S'ensuit le traité de Maastricht de 1992, l'arrivée de l'Union européenne, qui met en place le marché unique européen, et appliquer la règle d'or de l'Union européenne avec le principe des 4 libertés, libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Le contrôle aux frontières entre la plupart des pays de l'UE sont supprimés. L'acte final concerne le traité de Lisbonne de 2007 qui modernise les règles de l'UE pour s'adapter à la mondialisation et aux nouvelles technologies. Le libre-échange dans l'Union européenne a eu des effets positifs mais aussi des limites.
Les avantages sont nombreux. Une croissance économique, plus de commerce entre pays européens stimule la production et l'emploi, une baisse des prix, suppression des taxes et concurrence entre entreprises, produits moins chers pour les consommateurs, des opportunités pour les entreprises qui ont accès à un immense marché de 448 millions de consommateurs, la mobilité, les travailleurs peuvent s'installer facilement dans un autre pays de l'UE. Mais le libre-échange doit faire face à la réalité de mondialisation et des besoins locaux, doit faire face aux défis qu'ils rencontrent. Une concurrence inégale, certains pays ont des coûts de production plus bas, notamment en Europe de l'Est, ce qui peut fragiliser les industries en Europe de l'Ouest. Cela entraîne des délocalisations. Certaines entreprises déplacent leurs usines vers des pays où les coûts sont moindres. Il y a une dépendance aux importations. Certains secteurs stratégiques, comme l'énergie et les technologies, dépendent trop de l'extérieur. De plus, l'Union ne fait pas que du libre-échange en interne, elle signe aussi des accords avec d'autres pays du monde pour faciliter le commerce, par exemple avec la CETA, accord UE-Canada, la JEFTA, accord UE-Japon, et récemment l'accord avec le Mercosur, qui comprend l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Ces accords permettent aux entreprises européennes d'exporter plus facilement, mais sont parfois critiqués pour leur effet sur certains secteurs, notamment l'agriculture. C'est d'ailleurs le cas pour l'accord Mercosur-UE, qui représente une menace importante pour l'économie des Antilles françaises, en particulier pour l'agriculture locale. La banane et la canne à sucre, piliers de l'économie guadeloupéenne et martiniquaise, devront faire face à une concurrence accrue des produits sud-américains à bas coût. Ces derniers sont souvent produits avec une main-d'œuvre moins coûteuse et sous des normes sociales et environnementales beaucoup moins strictes que celles imposées aux agriculteurs français et européens. Cette situation risque d'entraîner un dumping agricole, rendant les produits antillais moins compétitifs sur le marché européen et menaçant la viabilité économique de nombreuses exploitations. L'agriculture locale souffre déjà des coûts de production élevés et dépend largement des aides européennes pour rester compétitive face aux autres producteurs mondiaux. En outre, l'accord pourrait favoriser l'importation de produits agricoles traités avec des pesticides interdits en Europe, posant ainsi des risques pour la santé des consommateurs et l'environnement. À long terme, cette concurrence déloyale pourrait fragiliser encore davantage l'économie des Antilles, accroître le chômage et accentuer la dépendance de ces territoires aux subventions publiques. L'UE a plusieurs fois démontré son opposition à l'octroi de mer, mais celui-ci permet aujourd'hui en partie de faire vivre l'économie locale, les producteurs locaux. Ainsi, l'accord UE-Mercosur, combiné à la volonté de l'Union européenne de supprimer l'octroi de mer, représenterait un double coup dur pour l'économie des Antilles françaises. Avec l'intégration de la France dans l'Union européenne, l'octroi de mer a dû être adapté aux règles du marché unique. Lors du traité de Rome de 1957, la France devient membre fondateur de la CEE, mais les DROM conservent des spécificités fiscales. Lors du traité de Maastricht de 1992, l'UE impose une refonte de l'octroi de mer pour le rendre compatible avec les règles du marché unique. Il est alors transformé en une taxe destinée à soutenir l'économie locale. L'octroi de mer a été renouvelé en 1989, en 2004 et en 2014 avec l'approbation du Conseil de l'Union européenne qui reconnaît son rôle crucial pour le financement des collectivités et la protection des entreprises locales contre la concurrence des importations. Il a fallu tout de même le faire évoluer pour qu'il soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'UE. Cela a été difficile et en 2021, le gouvernement français a cru que l'Union européenne allait demander sa suppression. Puis finalement, l'UE a reconduit pour la période 2022-2027 l'octroi de mer. Mais il est précisé, en accord avec l'article 349 du TFUE, que les mesures adoptées concernant l'octroi de mer ne doivent pas nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique européen. L'objectif des mesures prises vise à préserver l'intégration des régions d'outre-mer dans un ensemble européen qui soit cohérent et solide. Le problème de l'Union européenne avec l'octroi de mer ne se pose pas que sous l'angle du marché unique, non du point de vue des outre-mer, qui peuvent le considérer comme un instrument de protection et de développement pour l'économie locale. Dans les conditions actuelles des départements de l'outre-mer français, le schéma d'une économie complètement ouverte ne semble pas réaliste si l'on s'en tire aux différents rapports socio-économiques de ces territoires. L'intervention du député guadeloupéen le 6 mars 2024 en est l'illustration la plus vivante. Max Mathiasian y dénonçait notamment la suppression de 79 millions d'euros dans le prochain budget 2025 du ministère de l'Outre-mer, dans le cadre de la politique de réduction du déficit du budget de l'État français. Il enchaînait sur la cherté de la vie, le manque de logements sociaux et une partie de la population qui sera en situation de pauvreté. La Cour des comptes, souhaitant le maintien de l'octroi de mer, plaide tout de même pour une réforme de celui-ci. Dans son dernier rapport en 2024, elle préconise un nouveau dispositif qui sera axé prioritairement sur les investissements structurants tels que les hôpitaux et les missions régaliennes. Le gouvernement actuel semble souhaiter la même chose que la Cour des comptes. Il ne souhaite pas la suppression de l'octroi de mer en soi, mais le remplacer au profit d'une taxe locale. La doctrine juridique, mais aussi économique, avait soumis plusieurs propositions, avec comme objectif de le rendre compatible avec le droit de l'Union européenne. Mais toutes les propositions ne permettaient toujours pas la pleine et entière compatibilité avec le droit de l'Union européenne.
Or, pour beaucoup d'élus, l'octroi de mer représente le principe de libre administration et d'autonomie financière des collectivités locales. En plus, elle apporte un soutien financier substantiel aux communes, puisque la part de l'octroi de mer représente à peu près un tiers des recettes. Cela signifie que la disparition de l'octroi de mer aurait des conséquences politiques et sociales majeures dans l'organisation et le fonctionnement des sociétés d'outre-mer. Et pourtant, elle est dans les papiers de l'Union européenne depuis son existence. Elle envisage, même si elle a donné son approbation pour le renouveler, la suppression de cette taxe depuis plusieurs années et pour plusieurs raisons, liées à son impact économique et comme expliqué à sa compatibilité avec les principes du marché unique européen. La non-conformité de l'octroi de mer au traité fondateur des communautés puis de l'Union européenne a dès lors posé rapidement question à un double titre. Taxe frappant de façon indifférenciée les importations, non seulement des pays hors de l'Union européenne, mais aussi en provenance de l'Union européenne, y compris de France hexagonale. Elle a aussi initialement été analysée comme une taxe à un effet équivalent d'un droit de douane, heurtant le principe de l'union douanière et de la libre circulation des marchandises au sein du marché unique. Une décision fondatrice du Conseil de l'Union européenne de 1989 a reconnu le système d'imposition de l'octroi de mer en veillant à le rendre compatible avec les principes cardinaux du droit européen sur la libre circulation des biens. L'objectif historique de l'octroi de mer assure le financement des collectivités locales et il a aussi été complété par un objectif économique. La décision européenne est toutefois temporaire, conditionnelle et soumise à un renouvellement. Le dernier a été formalisé par une décision du 7 juin 2021 et porte sur la période 2022-2027. Périodiquement, le gouvernement français a défendu auprès de la Commission puis du Conseil le bien fondé d'un prolongement du dispositif, non sans difficulté et après de longs délais de négociation. D'un autre côté, l'évolution des traités européens a permis de consolider l'existence de mesures spécifiques applicables aux collectivités françaises d'outre-mer, en s'appuyant sur la catégorie des régions ultrapériphériques, dit RUP, telle que définie par l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'UE, datant de 2007. L'octroi de mer a été autorisé au motif qu'il participe au soutien aux régions ultrapériphériques confrontées à des handicaps structurels. Ces derniers sont définis par le même article 349 qui cite l'éloignement, l'insularité, le faible superficie, le relief, le climat difficile et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits. Au regard du traité, la permanence et la combinaison de ces facteurs constituent des handicaps structurels et expliquent les surcoûts de production des entreprises ultramarines. Et pourtant, l'UE s'attaque régulièrement à l'octroi de mer car elle considère cette taxe comme une distorsion de concurrence en raison de son impact sur le commerce européen. Elle cherche à garantir le respect des règles du marché unique, notamment la libre circulation des biens, tout en trouvant un équilibre avec les besoins économiques spécifiques des régions ultrapériphériques. Mais qu'entraînerait sa suppression ? D'abord, il y a donc un impact sur les prix à la consommation. L'octroi de mer, en taxant les produits importés et locaux, contribue à une augmentation générale des prix dans les départements d'outre-mer. Des études estiment que sa suppression pourrait entraîner une baisse des prix comprise entre 4 et 9%, bénéficiant particulièrement aux ménages les plus modestes. Ensuite, cela pourrait accroître l'efficacité économique et la concurrence. Conçu pour protéger la production locale, l'octroi de mer peut, paradoxalement, décourager l'innovation et la compétitivité des entreprises locales. Protégées de la concurrence extérieure, ces entreprises peuvent manquer d'incitation à améliorer leur productivité, ce qui les rend moins compétitives sur le marché européen et sur le marché international. Puis, le système de l'octroi de mer est souvent critiqué pour sa complexité et les distorsions qu'il engendre entre différentes activités économiques. Cette complexité peut entraîner des inégalités entre secteurs et alourdir les charges administratives pour les entreprises et les administrations locales. Enfin, l'octroi de mer constitue une dérogation au principe de l'acte unique européen de 1986, qui promeut la libre circulation des biens et des services au sein de l'UE. Sa suppression viserait à harmoniser les régimes fiscaux des DOM avec le droit communautaire, favorisant ainsi une intégration économique plus cohérente. Toutefois, comme expliqué précédemment, l'octroi de mer représente une source significative des revenus pour les collectivités territoriales des DOM, finançant notamment des services publics essentiels. Sa suppression nécessiterait donc la mise en place de mécanismes compensatoires pour préserver l'autonomie financière de ces collectivités. En résumé, l'Union européenne envisage la suppression de l'octroi de mer pour réduire le coût de la vie dans les DOM, encourager la compétitivité des entreprises locales et assurer une meilleure conformité avec les principes du marché unique, tout en prenant en compte les implications financières pour les collectivités locales. Mais il faut prendre en compte les effets de sa suppression et ce que cela entraînerait, qui vont au final à l'inverse de ce que l'UE prône en tant que communauté économique, sans prendre en compte le point de vue des Antilles. La suppression de l'octroi de mer soulève plusieurs critiques et inquiétudes majeures, malgré les arguments avancés par l'UE et certains économistes. Le plus évident est le manque de solutions alternatives pour financer les collectivités. L'octroi de mer représente jusqu'à 40% des recettes des collectivités locales en Guadeloupe et en Martinique. Sa suppression poserait un sérieux problème de financement des services publics essentiels, tels que les transports, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, mais aussi sur le développement économique et soutien aux entreprises locales.
L'UE et l'État français ne proposent pas encore de solution claire pour remplacer ces recettes. Beaucoup d'élus antillais craignent un désengagement de l'État, ce qui conduirait à une dégradation des services publics et une dépendance accrue aux subventions de la métropole. En deuxième, il y aurait un impact incertain sur les prix. L'argument selon lequel la suppression de l'octroi de mer réduirait la vie chère est contesté. La majorité des prix élevés en Martinique et en Guadeloupe sont liés au monopole et aux marges des importateurs, distributeurs plus qu'aux taxes. Si l'octroi de mer est supprimé sans une régulation efficace des prix, les grandes anciennes pourraient simplement augmenter leurs marges au lieu de répercuter la baisse sur les consommateurs. Dans ce cas, les habitants n'auraient aucune baisse réelle des prix et les collectivités perdraient un financement crucial. Ensuite, le risque pour l'économie locale et l'emploi est à prendre en compte. L'octroi de mer protège certaines productions locales en taxant les produits importés. Sa suppression pourrait mettre en difficulté plusieurs secteurs économiques, comme l'agriculture avec la production des fruits et des légumes, transformation agroalimentaire, lequel va déjà être impacté par l'accord UE-Mercosur, l'industrie locale avec les boissons, le ciment, le textile et l'artisanat, aussi le commerce local, menacé par la concurrence des grandes enseignes et importations à bas coût. Sans ce bouclier fiscal, les producteurs antillais risquent d'être submergés par les importations massives, notamment de produits venant d'Amérique du Sud et d'Asie, où les coûts de production sont bien plus bas. Résultat, fermeture des entreprises locales et perte d'emplois. En dernier, cela serait une décision technocratique, éloignée des réalités locales. Beaucoup d'Antillais voient cette volonté de suppression comme une décision imposée de l'extérieur, sans véritable consultation des acteurs locaux. L'UE impose une vision standardisée en obligeant les Antillais, qui sont des territoires ultramarins, avec des contraintes spécifiques. Éloignement, insécurité, dépendance aux importations. Plutôt que de supprimer l'octroi de mer, certains économistes locaux proposent des réformes ciblées pour améliorer son efficacité, réduire son impact sur les prix et mieux soutenir les entreprises locales. Tout cela permet de conclure que cela serait un danger de précipitation de la part de l'Union européenne. Si l'octroi de mer doit évoluer, sa suppression brutale, sans solution de remplacement adaptée aux réalités des Antilles, risque de détériorer les finances des collectivités, fragiliser l'économie locale et ne pas forcément améliorer le pouvoir d'achat des habitants. D'où la nécessité d'un débat local approfondi, intégrant les élus, les entreprises et la population, avant toute réforme imposée par l'Union européenne. Mais pour les tenants de toute Europe, la notion d'unicité du territoire douanier européen est essentielle et fondamentale pour la construction européenne. Si l'Union européenne a souvent parlé de suppression de l'octroi de mer, certains souhaiteraient, au sein du géant européen, l'amélioration de la pertinence fiscale et économique du système de l'octroi de mer, mais surtout renforcer le concept des régions ultrapériphériques aux institutions européennes. Cela aboutirait à obtenir l'accord des régions d'outre-mer afin de créer un code de bonne conduite entre les différents partenaires de l'octroi de mer, c'est-à-dire les professionnels, les régions, l'État et la Commission européenne, afin de réduire les contentieux et les procédures diverses. Mais surtout, il pourrait être demandé aux outre-mer d'harmoniser au sein des RUP le barème d'octroi de mer visant la compétitivité des RUP. Il faut tout de même comprendre que cet impôt, bien que légitime dans son objectif de soutenir les économies des DOM, présente plusieurs défauts qu'il est essentiel de prendre en compte. Le système de l'octroi de mer reste flou pour l'UE, mais souvent aussi pour les personnes directement concernées. En raison de son mode de prélèvement sur les produits importés, il impacte directement le coût de la vie, la compétitivité des entreprises locales et l'équité fiscale. Ces inconvénients peuvent amplifier les inégalités sociales et économiques déjà présentes dans ces territoires, freinant leur développement et exacerbant la dépendance vis-à-vis des importations. Il est donc crucial de réfléchir aux effets négatifs de l'octroi de mer et aux ajustements possibles pour en atténuer les conséquences sur les citoyens et les entreprises. Ce débat sur les défauts de cet impôt est d'autant plus important qu'il touche à la fois la justice sociale et l'efficacité économique des DOM et qui sera au cœur du débat lors de l'autorisation de renouvellement ou non de celui-ci en 2027 par l'UE. Mais il faut comprendre un sujet et sa complexité, surtout concernant l'octroi de mer, parler de ses avantages comme de ses inconvénients. D'abord, l'octroi de mer peut aggraver les inégalités sociales et économiques dans les outre-mer. En effet, les produits de première nécessité tels que les aliments, les médicaments ou le carburant peuvent être soumis à des taxes élevées, ce qui pèse davantage sur les ménages les plus modestes. Cela alourdit le coût de la vie et nuit au pouvoir d'achat des habitants des outre-mer. Deuxièmement, cet impôt crée une différence de traitement entre les départements d'outre-mer et le reste de la France métropolitaine. Les produits importés dans les outre-mer subissent des taxes bien plus élevées que dans les régions hexagonales, ce qui peut entraîner des distorsions de concurrence et un désavantage pour les entreprises locales face aux producteurs et aux distributeurs métropolitains. Ensuite, l'octroi de mer peut décourager l'implantation de nouvelles entreprises dans les outre-mer. Les taxes sur les produits importés rendent les matières premières et les biens d'équipement plus coûteux pour les entreprises locales, ce qui peut freiner l'innovation et la compétitivité. Les petites entreprises sont particulièrement touchées par cet impôt, ce qui peut être un frein à leur développement. Puis, l'octroi de mer est souvent critiqué pour sa complexité administrative. Les entreprises doivent se conformer à des règles fiscales spécifiques et parfois difficiles à comprendre, ce qui peut entraîner une surcharge administrative.
Cette complexité est d'autant plus lourde pour les petites entreprises et les entrepreneurs qui n'ont pas les ressources nécessaires pour gérer cette fiscalité supplémentaire. Et encore, comme l'octroi de mer influe sur les prix des produits importés, il augmente le coût de la vie des Outre-mer. Cela touche particulièrement les secteurs qui dépendent fortement des importations, comme l'alimentation, l'habillement ou les équipements électroniques. Les consommateurs sont donc souvent contraints de payer plus cher pour des biens qui seraient moins coûteux en métropole. L'octroi de mer peut aussi encourager la contrebande et la fraude fiscale. Les différences de taxation entre les Outre-mer et la métropole créent une incitation à l'importation clandestine, ce qui peut priver les collectivités locales de recettes fiscales importantes et nuire à l'économie. Ensuite, l'octroi de mer peut également être un obstacle à l'intégration économique des Outre-mer avec la métropole et le reste de l'Europe. Les distorsions fiscales créées par cet impôt compliquent les échanges commerciaux et peuvent décourager les investisseurs étrangers ou les entreprises métropolitaines de se lancer dans des partenariats avec les entreprises des Outre-mer. Enfin, l'octroi de mer encourage la dépendance des Outre-mer vis-à-vis des importations, ce qui peut freiner la production locale. Bien que cet impôt ait été conçu pour protéger les industries locales, il est parfois conçu comme une mesure qui favorise une économie de consommation plutôt que de production, limitant ainsi les possibilités de développement de l'économie durable. On comprend donc les critiques de l'UE envers l'octroi de mer. Celui-ci pour les RUP est autant un avantage qu'un défaut, dans un monde toujours plus libéral, dans le contexte de mondialisation, qui entraîne un équilibre fragile entre financement local, protection des entreprises et justice sociale. Si on prend l'UE dans son essence même, l'octroi de mer est en profond désaccord avec ses valeurs économiques, sans prendre en compte les traités fondateurs de l'UE qui prônent le libre-échange. Mais si le Conseil de l'UE, après proposition de la Commission et demande de la France, a reconduit jusqu'en 2027 l'octroi de mer, c'est qu'elle comprend et voit les avantages que celui-ci apporte aux RUP, même si elle entrevoit aussi ses défauts. L'UE se laisse du temps pour trouver une alternative, une solution à l'avenir de l'octroi de mer, même si, comme on a vu, il est difficile de trouver un équivalent viable avec le droit de l'UE et qui prendrait tous les avantages de l'octroi de mer sans ses inconvénients. Quel peut être l'avenir économique de l'octroi de mer dans le cadre de l'UE ? Sa suppression n'est certainement pas la solution, surtout pour les communes car il reste un instrument de développement économique et social. Mais il est contraire au principe de libre concurrence qui est fondamental dans l'UE, et les RUP, même s'ils ont un statut particulier, sont considérés membres à part entière de l'UE. La difficulté est de trouver un équilibre, si cela est possible, entre les principes de libre concurrence et le principe de développement en faveur des régions insulaires éloignées, faisant aussi partie du traité sur le fonctionnement de l'UE. Si le cadre de l'octroi de mer est renouvelé jusqu'en 2027, avec les modifications signalées, les négociations relatives au maintien de l'octroi de mer ne sont pas terminées. Les élus des régions ultrapériphériques doivent sans cesse fournir leurs armes en prévision des prochaines négociations. De leur côté, les institutions européennes vont certainement œuvrer à poursuivre leur entreprise de réduction de la liste des produits soumis à cet octroi de mer, jusqu'à ce que la spécificité ne se justifie plus, si tant est que cette spécificité soit soluble. Cette taxe apparaît aujourd'hui à de nombreux égards au bout du souffle. Poursuivant trop d'objectifs simultanément, qui soient explicites, garantir des ressources dynamiques aux collectivités territoriales, protéger le tissu économique local ou implicite, tenter de limiter dans le même temps les effets de la hausse sur les prix de certains produits, assurer le pacte politique et social autour de la préservation de productions emblématiques des identités ultramarines, réagir rapidement aux chocs exogènes pouvant affecter les productions locales. Elle connaît de ce fait des problèmes sérieux de cohérence et d'efficience et est marquée par une complexité. Les aléas liés au renouvellement périodique du régime par l'UE, l'information limitée du public sur ses règles, etc. dessinent un paysage peu propice à un climat stable pour les acteurs économiques tout en affectant de façon visible les consommateurs. Puis il est difficile de voir une solution viable pour après 2027. Une suppression, une réforme ou le statu quo, garder ce que l'on sait déjà. Ces scénarios ne sont pas solides et semblent pas pouvoir être efficaces. Ainsi, l'octroi de mer apparaît aujourd'hui à la croisée des chemins. L'expiration du régime actuellement en vigueur fin 2027 laisse le temps nécessaire pour une évolution apaisée et concertée sur des bases rationnelles et objectives en corrélation avec les élus. Notre émission touche déjà à sa fin. On se retrouve tous les deuxièmes lundis du mois à 11h pour un nouveau numéro de Moon qui fait l'Europe. À très bientôt sur Radio Fréquence Caraïbes. Moon qui fait l'Europe, l'émission thématique portée par le Centre Europe Direct Antilles-Guyane sur Radio Fréquence Caraïbes, afin de découvrir ou redécouvrir cette institution qu'est l'Union Européenne en Martinique. Moon qui fait l'Europe, c'est tous les deuxièmes lundis du mois de 11h à 12h. Moon qui fait l'Europe, faire connaître les actions de l'Union Européenne sur notre territoire et informer de l'impact de l'Union Européenne dans le quotidien des Martiniquaises et Martiniquais. Alors maman, écoutez pourtant, exote comprendre et surtout, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.